Jérôme. Impeccable. Je vais tout casser. Vous montez tous sur la tribune, ce qui sera plus simple. Alors merci à toutes et à tous d'être là ce matin. Alors les collègues vont arriver au fur et à mesure pour être au complet, pour avoir l'arc de cercle des signataires le plus large qui soit. Donc des excuses par avance pour leur léger retard, ils sont en commission ou en chemin. Donc on a souhaité faire cette conférence de presse ici à l'Assemblée nationale pour présenter la saisine que nous avons faite sur le pass vaccinal auprès du Conseil constitutionnel. Au départ, ce n'est pas exactement comme ça que nous avions prévu de communiquer, puisque nous attendions d'avoir une date d'audition auprès des sages du Conseil constitutionnel sur le même mode, les mêmes modalités. Je me souviens que Charles de Courson était d'ailleurs avec moi à ce moment-là, sur la question du pass sanitaire en juillet dernier, si vous vous en souvenez bien. Or, cette fois-ci, les décisions ont été un peu différentes. Le Conseil constitutionnel ne souhaite pas nous recevoir. Voilà, j'ai été pourtant particulièrement insistant, mais ils ont décidé autrement, et surtout, ils ont décidé aussi de ne pas utiliser les 8 jours qu'ils ont à leur disposition en termes de procédure d'urgence, et ils vont rendre leur décision dès ce vendredi. Dès lors, il nous semblait important que l'on puisse avoir ce moment où on explique un peu plus au fond ce que contient cette saisine du Conseil constitutionnel et les différents motifs qui sont soulevés. Alors évidemment, beaucoup d'éléments se reposent aussi sur une argumentation assez similaire à celle sur le pass sanitaire en juillet dernier, et j'irai même plus loin, la saisine que nous faisons cette fois-ci s'appuie sur des arguments déployés et développés par le Conseil constitutionnel lui-même lors de sa décision sur le pass sanitaire. Puisque vous vous souvenez, lorsqu'il a pris cette décision, il a énormément argumenté sur les raisons, les conditions auxquelles il accepte la mise en place du pass sanitaire et qu'il accepte la constitutionnalité du dispositif, notamment des conditions de proportionnalité et de nécessité, mais aussi d'alternatives, notamment le fait d'avoir une alternative avec le test PCR ou antigénique, qui était un point saillant des argumentaires du Conseil constitutionnel. Du coup, factuellement et formellement, le recours il est sur les 2 articles du texte de loi, les 2 principaux articles, l'article 1 et l'article 2. Je vous rappelle que l'article 3, quant à lui, n'a rien à voir avec le pass vaccinal, puisqu'il s'agit de la contention en matière de psychiatrie. Donc on s'est attaché au 1 et au 2, et je laisserai d'ailleurs Charles de Courson expliciter. On a fait une petite contribution supplémentaire sur un article additionnel qui a été rajouté par le gouvernement. Je laisserai développer, mais c'est sur les amendes possibles pour les entreprises en matière de télétravail. Les arguments qui sont les nôtres pointent sur différents types de dispositifs intégrés dans le pass vaccinal. Bon, il y a le pass vaccinal lui-même, la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal, vous l'avez compris, mais aussi l'application du pass vaccinal aux mineurs. Il y a aussi sur les dispositions relatifs aux transports interrégionaux, puisque là on sort même du champ assez classique des TGV, on va dire ça comme ça, et également sur la possibilité pour l'organisateur d'une réunion politique d'en subordonner l'accès à un pass sanitaire, qui a aussi été quelque chose qui a été intégré dans les discussions, où il nous semble important que le Conseil constitutionnel puisse se positionner sur le sujet, vu qu'il avait lui-même pris une position très forte sur le fait que le pass sanitaire ne puisse pas s'appliquer aux activités politiques, syndicales et culturelles, et il avait été très ferme sur le sujet dans sa décision d'août dernier. Il y a également aussi sur la possibilité pour les personnes privées, évidemment, de procéder à des vérifications d'identité, enfin des contrôles, y compris la subtilité dans le débat pour ceux qui ont suivi, sur l'aggravation aussi des peines en général, parce que toutes les peines, l'échelle des peines est revue à la hausse dans tous les domaines, et également la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans 7 territoires jusqu'au 31 mars 2022. Je pense là aux territoires d'outre-mer qui sont particulièrement touchés à la fois par la pandémie et par la politique du gouvernement, si je puis le présenter de la sorte. Et à la fin, l'article 2 qui concerne la transmission, une modification sur les transmissions des informations du site DEP vers les services de préfecture sans plus de précision, notamment pour aller contrôler les personnes qui sont censées être en isolement ou en quarantaine suite à une contamination au Covid. Donc voilà les différents éléments pour les brosser de manière
itératives et une à une, et je vais laisser la parole aux collègues successivement, et puis je reprendrai à la fin pour compléter s'il fallait préciser. Pour vous toutes et vous tous, en tout cas, je te remercie. Je vois Pascal Brindot. Du coup, tu peux venir avec nous à la tribune si tu veux. Voilà, donc pour rappel, on a des signataires qui sont de différentes organisations politiques, de différents groupes politiques. Voilà, Émilie Cariou chez les non-inscrits, Charles Le Courson chez Liberté et Territoire, Jérôme Lambert qui est dans le groupe socialiste, moi-même dans le groupe France Insoumise, Stéphane Peu qui devrait nous rejoindre, qui est dans le groupe communiste, Pascal Brindot qui est dans le groupe UDI et indépendant, ce qui fait que ça nous a particulièrement porté à cœur, en tout cas, qu'on puisse faire en sorte que ce texte puisse être vérifié auprès du Conseil constitutionnel pour savoir s'il est raccord avec nos grands principes fondamentaux, les grands principes de la République, le bloc de constitutionnalité, ce qui nous semble être une évidence quand on touche aux questions de liberté individuelle et collective et fondamentale. Merci. Charles, je te laisse la parole pour compléter sur oui, le premier point. Dans les débats tant à l'Assemblée qu'au Sénat, il y a eu beaucoup de débats, notamment sur deux sujets qui sont les contrôles d'identité, c'est-à-dire est-ce qu'on peut donner le pouvoir de contrôler des pièces d'identité ou assimilées à des personnes privées. C'est un sujet que le Conseil constitutionnel a eu à traiter dans plusieurs contentieux. Il a toujours considéré que ces contrôles ne pouvaient être réservés qu'à des représentants des forces de l'ordre et non pas à des personnes privées. Et on nous a objecté lors du débat qu'il y avait déjà 6 cas de mémoire où des personnes privées pouvaient contrôler l'identité. On nous a sorti quel argument? Il y a le contrôle pour les débitants de tabac et les débitants d'alcool. Mais le contrôle, il porte uniquement sur l'âge de la personne, pas du tout sur des éléments personnels relatifs à sa santé. On nous a sorti d'autres exemples, toujours d'ailleurs extrêmement spécifiques, mais qui ne s'appliquent pas du tout, semble-t-il, à ce domaine. Donc c'est l'un des arguments, je crois, très forts qu'on a développé dans le recours, c'est qu'on ne peut pas déléguer à des personnes privées. J'ajoute en plus que les dites personnes, quand on écoute les représentants des restaurateurs, ils nous disent de toute façon, on ne l'appliquera pas. Puisque le texte dit il faut des doutes sérieux. Et c'est quoi des doutes sérieux? Alors on nous a dit, bien entendu, si quelqu'un arrive avec un pass sanitaire, c'est un homme, et il a le pass sanitaire d'une femme. Avec beaucoup d'humour, on pourrait dire, mais peut-être que c'est un trans. Non, mais je vais dire, vous voyez, non, on peut s'amuser, vous voyez. Donc, même sur le sexe, on peut avoir des doutes, vous voyez. Donc, ces arguments doutes sérieux, quand on légifère, on doit être précis, vous voyez. Or, en l'espèce, ces dispositions sont attentatoires aux libertés publiques et en plus inefficaces. Il y a un deuxième sujet qui est intervenu d'ailleurs à l'Assemblée nationale en première lecture sous forme d'un amendement gouvernemental, c'est le problème des pouvoirs donnés aux inspecteurs du travail. Initialement, c'était tout simplement pour dresser des procès-verbaux avec des amendes qui étaient de 1 000 € par poste télétravaillable, non télétravaillé. Alors le texte a beaucoup évolué à l'Assemblée, puis au Sénat, et maintenant on nous explique que la base de ces contrôles, c'est un article du Code du travail. Alors là-dessus, on développe deux arguments, un argument de forme et un argument de fond. L'argument de forme, c'est tout simplement que c'est un cavalier, pur et simple, c'est quelque chose qui concerne le Code du travail. Et puis sur le fond, on explique que du point de vue des libertés à l'intérieur des entreprises, si c'est maintenant les malheureux inspecteurs du travail qui vont définir au sein d'une entreprise ce que c'est qu'un poste télétravaillable et de vérifier qu'il est télétravaillé, mais alors là, où va-t-on? Alors, on a demandé au gouvernement, mais sur quelle base le problème du télétravail se fondait? Alors on les a dit, mais il y a un protocole. C'est un protocole purement gouvernemental, qui n'a aucune portée juridique en tant que tel. Donc il y a une base complète, il manque complètement de base juridique. J'ajoute enfin que initialement c'était 1 000 €
par emploi télétravaillable non télétravaillé, qui a été réduit à 500 € et plafonné à 50 000 €. Mais c'est beaucoup plus que des contraventions qui sont plafonnées à 3 750 €. Donc c'est complètement disproportionné, si vous voulez. Donc voilà un certain nombre des arguments sur ces deux points. Alors il y en a beaucoup d'autres, puisqu'il est copieux, notre recours. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le lire. Il est copieux et je pense qu'il est très protecteur des libertés publiques. C'est pour ça que dans notre groupe, 13 membres de notre groupe ont participé aux co-signatures pour atteindre et dépasser même les 60 parlementaires. Merci Jean. Bonjour à tous. Donc moi je suis Émilie Cariou, députée de la Meuse, membre de la commission des finances. Et donc j'ai co-signé ce recours ainsi qu'une partie des députés de l'ancien groupe, mais qui travaillent encore en collectif Écologie, Démocratie, Solidarité. Donc on est un certain nombre à avoir rejoint ce recours au Conseil constitutionnel, comme les précédents d'ailleurs, puisque depuis le début nous sommes opposés à l'instauration d'un pass. C'est-à-dire que nous sommes favorables effectivement à des mesures sanitaires et on estime que l'instauration d'un pass, il a des impacts en termes de liberté individuelle et liberté collective qui sont disproportionnés au regard de l'objectif poursuivi. Aujourd'hui, on le voit, on est dans une période où la vague commence à s'écréter et cela au moment où finalement ce pass n'est pas en vigueur, le pass vaccinal. Et donc la question est de savoir pour quelles raisons peut-on accepter des restrictions de liberté, des restrictions de liberté individuelle, des restrictions de liberté publique. En l'occurrence, il me semble que le Conseil d'État avait très bien mentionné que l'instauration du pass sanitaire ne pouvait se justifier que dans un but très précis, c'est-à-dire que devait être instauré pour des activités où effectivement il y avait un risque de contamination, risque de transmission du virus. Là, bien évidemment, je pense on est très nombreux à avoir eu le Covid, dont j'en fais partie, malgré 3 doses de vaccin. Donc on le voit bien que là, on n'est plus sur une logique d'arrêter les transmissions. On est sur une autre logique qui est de forcer à la vaccination, alors, qui est une logique en tant que telle. Très clairement, là, la politique du gouvernement, c'est d'une part de laisser circuler le virus. Il le laisse circuler, puisqu'on n'est pas confiné, on le transmet même en tant que vacciné. Et donc, l'instauration de ce pass, c'est finalement un pass à visée comportementale. C'est-à-dire c'est pour obliger à un certain comportement qui est d'aller se faire vacciner. Alors nous, on est plus favorable à des mesures d'incitation. Je pense que nous tous, on a défendu d'ailleurs la vaccination, les campagnes de vaccination, aller chercher les non-vaccinés là où on a une concentration de non-vaccinés, parce que très clairement, et Delphine Bagari qui est présente ici pourrait vous dire en quoi aujourd'hui la rupture, elle se fait beaucoup. On voit très clairement quels sont les endroits où on a un taux de non-vaccinés plus élevé, et ça correspond à la fracture sociale encore aujourd'hui dans notre pays. Donc on est parfaitement favorable à évidemment une politique d'incitation à la vaccination. En revanche, quand on décide de porter atteinte à des droits fondamentaux, comme la liberté de se déplacer au sein de son propre pays, par exemple, ça, il faut le faire pour des motifs très précis. Et très précis, ça ne peut pas être d'instaurer, sans le dire, une politique de vaccination obligatoire. Si on va vers la vaccination obligatoire, alors à ce moment-là, on y va franchement, il faut le faire, avec tout un bloc de responsabilité de l'État qui va avec. Or là, on est sur une logique qui n'est pas de la vaccination obligatoire, et finalement, on porte sur une responsabilité individuelle de chacun qui fait ce choix d'aller se faire vacciner ou de ne pas aller se faire vacciner. Donc cette politique, en tous les cas, elle n'est pas claire. En termes de transmission du virus, on voit bien, vu le nombre de cas aujourd'hui, chaque jour de contamination, que bien évidemment, la vaccination ne sert pas à ça. Elle sert à désengorger les hôpitaux, ou en tous les cas à faire en sorte qu'ils ne soient pas submergés. Alors c'est sûr que c'est une logique en soi, mais même là, ce but politique-là n'est pas clairement annoncé par le gouvernement. Je tiens quand même à dire que quand on parle des hôpitaux, parce que nous sommes favorables bien évidemment à renforcer l'hôpital public, et aujourd'hui on a un plan d'investissement dans le matériel, dans les hôpitaux de 30 milliards d'euros. Nous, ce qu'on demande, c'est surtout un plan d'urgence de formation et qu'on recrute du personnel soignant. Et donc là, on nous objecte, oui, mais vous ne voulez pas de ce pass, et donc finalement, vous nous dites, on va envoyer des gens en réanimation. Nous, on ne veut pas envoyer des gens en réanimation du tout. On est pour une politique de test massif, qu'on puisse se tester beaucoup plus facilement, pour faire en sorte de casser aussi des chaînes de contamination. En revanche, est-il bien normal qu'au bout de 2 ans de pandémie, je n'ai pas un lit de réanimation de plus dans mon département, c'est-à-dire que j'ai moins de 10 lits de réanimation
dans tout un département qui est le département de la Meuse. Est-ce que c'est normal de travailler dans des conditions qui fassent que l'hôpital public soit en permanence en tension? Je pense que ce n'est pas raisonnable en pleine pandémie. En 2 ans, on aurait pu former par exemple des aides-soignantes, on aurait pu là avoir des infirmières en 3e année, etc., etc. Donc on le voit, ces arguments qui visent à faire passer les personnes anti-pass pour des anti-vax. Déjà, je tiens à clarifier cette position ici autour de la table. Vous n'avez personne qui soit contre la vaccination. Au contraire, nous sommes pour des campagnes de vaccination qui soient réellement démocratisées, réellement diffusées dans notre pays. Et donc pas à l'instauration de politiques qui, d'ailleurs, en l'occurrence, en termes de santé publique, n'auront pas forcément l'impact que l'on espère. Moi, ce que je crains dans notre pays, surtout, c'est qu'on radicalise un peu plus les personnes qui n'ont pas fait le choix d'aller vers la vaccination, au lieu d'aller les chercher pour les convaincre d'aller vers cette vaccination. Et donc, ces atteintes, en tous les cas, aux libertés publiques, telles que l'instaure le pass vaccinal aujourd'hui, qui fait que, et je l'ai dit dans l'hémicycle, aujourd'hui, avec le pass vaccinal, une personne vaccinée qui est contaminée peut voyager, alors qu'une personne non vaccinée, testée négative, ne peut pas voyager dans un train. Bon. Moi, je peux vous dire, aujourd'hui, dans les trains ne sont pas nettoyés, il n'y a pas de FFP2, il n'y a pas de consigne de porter du FFP2 dans les trains. Il me semble que les vaccinés comme les non vaccinés peuvent transmettre le virus dans un train aujourd'hui. Donc, vous voyez, cette politique qui n'est pas claire, qui n'annonce pas son objectif politique, qui discrimine au sein de notre pays et qui en plus n'est pas clair en termes de santé publique, nous paraît, en tous les cas, aller beaucoup trop loin sur le plan de notre état de droit. Et c'est pour ça que moi je me suis associée à ce recours. Merci. Bien, bonjour à tous. Alors sans forcément rentrer dans les détails qui ont déjà été donnés par Charles et Hugo, moi, je trouve qu'il est extrêmement sain que le Conseil constitutionnel soit saisi sur un texte comme celui-ci qui, effectivement, porte atteinte à un certain nombre de libertés publiques et individuelles. Et à titre personnel, moi, je serais assez favorable à ce que le Conseil constitutionnel soit systématiquement saisi de tous ces textes qui touchent à certains principes du droit, simplement pour vérifier effectivement la constitutionnalité d'un certain nombre de ces décisions. Il faut bien avoir conscience que depuis mars 2020, qu'on appelle ça état d'urgence, sortie de l'état d'urgence, mesures prolongeant la sortie de l'état d'urgence ou gestion de la crise sanitaire, on est quand même dans un état de droit d'exception où il y a un formidable déséquilibre entre l'exécutif et ce que sont les autres pouvoirs. Et l'équilibre qui, sous la Ve République, était déjà assez compliqué entre le législatif et l'exécutif, cet équilibre-là, il est totalement rompu aujourd'hui, sous l'effet effectivement d'une crise sanitaire, évidemment, dont tout le monde est d'accord et conscient qu'il faut se donner les moyens les plus forts pour évidemment juguler au mieux cette épidémie, soigner, protéger nos concitoyens, mais dans le respect des institutions, dans le respect de la Constitution, dans le respect de l'état de droit, dans le respect de la liberté et des principes fondamentaux qui, s'ils sont bafoués de manière permanente et continue, nous amènent à faire un constat qu'on changerait de régime politique dans notre pays, ce que personne ne souhaite. Donc c'est une des raisons, et il y en a d'autres, parce que quand un exécutif en vient sur des textes aussi importants par voie d'amendement en séance, ça veut dire que ces amendements ne sont ni étudiés par une commission, n'ont pas été validés au plan du droit par le Conseil d'État, présentent des fragilités en matière de rédaction, etc. Il est sain que des oppositions, et je suis heureux d'ailleurs qu'elles soient multiples pour le coup, parce que là aussi ça montre la vitalité du débat démocratique dans notre pays, eh bien, puissent effectivement utiliser ce qui est leur prérogative de saisir le Conseil constitutionnel. Et j'espère évidemment que le Conseil pourra à la fois de manière précise et approfondie se prononcer sur l'ensemble des points qui ont été soulevés,
et puis éventuellement se saisir d'autres points qui n'auraient pas été vus, mais il y en a des très importants. Si je devais en citer qu'un seul, mais qui a été détaillé par Charles, c'est évidemment ce qui concerne le contrôle d'identité par des personnes qui ne sont pas habilitées pour le faire. Donc, Jérôme Lambert, député apparenté du groupe socialiste. Il y a quelques semaines, avec l'ensemble de mes collègues de mon groupe, nous avions signé le recours contre le pass sanitaire. Et comme ça a été rappelé, les conclusions du Conseil constitutionnel étaient assorties de nombreux points fort intéressants. Et force de constater que le texte que nous venons d'adopter ici à l'Assemblée nationale revient sur un grand nombre de ces conclusions du Conseil constitutionnel pour, je dirais, les battre en brèche d'une certaine manière, comme ça a été rappelé. Donc il me semblait tout à fait normal, légitime, que puisque le Conseil constitutionnel s'était prononcé sur ces points, que ces points semblaient avoir été écartés par la nouvelle loi, il me semblait tout à fait légitime de demander à nouveau au Conseil constitutionnel qu'est-ce qu'il pensait du texte que nous venions de voter par rapport à ce qu'il avait pu nous dire il y a quelques semaines ou quelques mois à peine. Voilà la raison pour laquelle j'ai signé ce recours. J'ajouterai quelques mots, mais juste pour dire que le gouvernement finalement s'est mis dans une situation compliquée, mais c'est de sa faute. Il n'a pas assumé, il n'assume pas la possibilité de rendre la vaccination obligatoire, comme certains peuvent le demander, avec les conséquences qui en découleraient. Et de ce fait, plutôt que de rendre la vaccination obligatoire, il a décidé, par la parole, en tout cas à la bouche du président de la République lui-même, d'emmerder les Français qui n'étaient pas vaccinés. J'avoue que cette conception des choses m'a profondément choqué. Et c'est aussi une raison qui me pousse à demander au Conseil constitutionnel si aujourd'hui la loi doit être faite pour emmerder les Français ou pour effectivement répondre à des vrais problèmes avec des solutions qui sont conformes au bloc constitutionnel garantissant les libertés. Je ne vais pas reprendre tous les arguments qui ont été développés par les uns et les autres, mais auxquels je souscris, bien entendu. Merci. Bonjour, Stéphane Peu, député du groupe communiste, GDR. Je fais un peu la voiture balai, donc je vais pas répéter. Donc j'imagine, mais je vais essayer de ne pas répéter des choses qui ont déjà été dites. Je voudrais simplement souligner juste rapidement 3 aspects, peut-être complémentaires. La première, c'est que on ne peut pas toucher les libertés dans une loi avec ce qui nous semble être beaucoup de légèreté. Et ce n'est pas la première fois, depuis le début du mandat. En fait, vous avez un président de la République et un gouvernement qui est arrivé aux responsabilités dans notre pays avec déjà sur le bureau un régime d'exception qui était lié aux attentats terroristes. Et en fait, vous avez un président de la République et un gouvernement qui aura fait la majorité de son mandat dans des régimes d'exception, dans des états d'urgence sanitaires ou sécuritaires. Avec, d'ailleurs, s'agissant de l'état d'urgence sécuritaire, la pérennisation dans la loi courante d'un certain nombre de dispositifs qui étaient des dispositifs d'exception. Et on voit bien, à travers toute une autre série de lois qui sont venues en débat pendant ce quinquennat, on voit bien la tendance qu'il y a à mettre dans le droit commun des mesures qui relevaient d'un régime d'exception. Or, ça pose forcément une question sur la façon dont on devrait, tout pouvoir, quel qu'il soit, et tout gouvernement, quel qu'il soit, devrait toucher avec beaucoup de prudence et de circonstances vraiment avérées aux libertés publiques. Ça ne nous semble pas être le cas sur cette loi comme sur d'autres précédemment. On en est à maintenant la 12e loi sur l'état d'urgence sanitaire depuis le début de la crise. Ensuite, une deuxième... et donc,
je souscris à ce que disait Pascal Brado. Je pense qu'à chaque fois qu'il y a une loi qui touche à des libertés, le caractère systématique du recours au Conseil constitutionnel devrait on ne devrait pas forcément même avoir à se regrouper et à signer des recours. Ça devrait être quasiment dans un état de droit assez systématique. La deuxième observation que je voudrais faire, c'est que d'abord, cette loi, déjà, pour partie, elle est obsolète avant même d'être promulguée. Bon, mais ça, c'est le débat sur la situation sanitaire. Mais ce que je voudrais dire, c'est que moi, je suis dans un département où 79% de la population est vaccinée. Et par ailleurs, a subi le plus fort taux de mortalité. Donc, quand on a 21% de la population qui n'est pas vaccinée et qu'on lui met de telles entraves à sa liberté, ce n'est pas un sujet marginal. Et on se trompe de cible. Connaissant bien, moi, ce département, je peux vous assurer que l'immense majorité de ces 21% de gens qui ne sont pas vaccinés, parmi lesquels beaucoup de personnes âgées, de plus de 75 ans, ne sont pas dans une attitude de frondeur vis-à-vis des règles de la société, de frondeur vis-à-vis de la loi, de psychose anti-vax ou complotiste. C'est juste parce que il y a 30% des assurés sociaux qui n'ont pas de médecin traitant, que tous ces gens sont souvent loin de la formation des mécanismes de santé publique et qu'il faut beaucoup de compassion, beaucoup d'attention, beaucoup de compréhension, d'argumentation aussi pour lever les doutes quand les doutes existent, et que cette loi fait l'inverse, parce que derrière les entraves aux libertés, il y a aussi la fracturation du pays, la stigmatisation d'une partie de la population, et que tout ça est aussi dangereux, parce que c'est dangereux aussi pour les libertés de voir un pays se fracturer, s'élever, où les uns et les autres s'élèvent entre eux. Enfin, dernier argument qui n'a peut-être pas été dit, je suis désolé, j'étais en commission des lois au début de la conférence de presse, c'est la question des mineurs. Parce que quand même, on peut s'affranchir de la tutelle et de l'autorité parentale pour se vacciner à partir de 16 ans, mais enfin, on reste un mineur. Et on reste sous l'autorité parentale. Et donc, rendre le pass vaccinal, même si on a réussi, grâce à nos amendements et aux interventions des uns et des autres, à faire que pour les 12-16 ans, il y ait des mesures d'assouplissement, mais le fait de le maintenir pour les 16-18 ans, sous prétexte qu'à partir de 16 ans, on peut s'affranchir de la tutelle des parents pour se faire vacciner, est à mon avis une mauvaise manière faite à la jeunesse, et à une jeunesse qui déjà souffre beaucoup de cette crise sanitaire sur le plan psychologique. Donc les inviter, pour certains, à faire un bras d'honneur à leurs parents pour aller se faire vacciner et de pouvoir profiter et continuer de profiter de leurs activités culturelles ou sportives, franchement, ce n'est pas bien. Et je me demande dans quelle mesure, mais ça fait partie des éléments de notre cours, en plus de tout ce qui a été dit précédemment, je me demande là, pour le coup, si c'est vraiment, là aussi, un point constitutionnellement valable. Pour conclure, avant qu'on ne fasse un petit échange de questions-réponses si vous en avez, insister sur un point qui a été discuté en débat sur l'application du pass sanitaire cette fois-ci pour les réunions politiques, c'est-à-dire les meetings concrètement. Je veux dire qu'il y a une méprise d'ailleurs sur la raison pour laquelle nous saisissons le Conseil constitutionnel et nous étions opposés au sujet. Quand on parlait des libertés fondamentales rattachées à ça et la décision du Conseil constitutionnel en disant vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un d'aller à un meeting politique. La liberté fondamentale ne s'attache pas à l'organisateur ou à l'organisation ou à la loi même en tant que telle de mettre le pass sanitaire, mais bien à l'individu qui a envie d'aller à une réunion politique ou un meeting politique et qui ne peut pas subir d'entraves disproportionnées pour faire usage d'une liberté fondamentale qui lui est propre, qui lui est attachée et individuelle. C'est la même raison pour laquelle le Conseil avait estimé dans sa décision précédente sur le pass sanitaire qu'il n'était pas possible d'appliquer le pass en matière syndicale et en matière cultuelle. Ça fait partie des libertés fondamentales dans nos textes qui sont attachés à l'individu. D'ailleurs, il n'a pas été prévu par le texte, on aurait pu dire, toutes choses étant égales par ailleurs, que le pass sanitaire s'applique aussi en matière syndicale et en matière cultuelle. Ce n'est pas ce qui a été fait, ce qui a été proposé. Dès lors, nous pensons que le Conseil constitutionnel aura une attitude égale, j'imagine, par rapport à ses précédentes décisions, notamment une de mai dernier,
où il rappelait que le pass sanitaire ne pouvait pas être réclamé au bureau de vote. C'est explicitement, c'est le considérant numéro 17 de la décision de novembre dernier. Il expliquait qu'on ne peut pas appliquer le pass sanitaire pour les bureaux de vote et les réunions et activités politiques. C'est même encore plus large et plus englobant que ce qu'il y avait dans le texte. Ça, c'est important là-dessus, parce que finalement, on peut se dire il faudrait peut-être le mettre en place pour une réunion politique, un meeting, mais quand il s'agit de prendre le métro ou le RER le matin, bon, là, ça gêne moins. Donc, quitte à avoir des zones de risque en tant que telles, ou de liberté, où on mesure les avantages, inconvénients du risque de la pandémie et de sa circulation, il y a des choses auxquelles on ne veut pas toucher, on ne peut pas toucher, qui sont les libertés politiques, évidemment. Juste pour rappeler, réinsister, il y a énormément d'éléments dans notre recours au Conseil constitutionnel, dans cette saisine, qui sont rattachés aux considérants de la décision précédente sur le pass sanitaire. Et c'est extrêmement important. Ça a été dit à plusieurs reprises, il y a un problème dans l'édifice juridique de ce texte. S'il y avait eu la vaccination obligatoire avec les responsabilités, etc., on aurait pu considérer que juridiquement c'était plus fiable, plus étayé, mais là on est quelque chose de complètement désarticulé, où en réalité, moi je ne suis pas favorable à la vaccination obligatoire, je pense qu'il faut continuer cette stratégie d'aller vers ce que propose l'OMS, mais à la limite qu'on soit pour ou contre, c'est même pas le sujet, c'est que là il n'y a pas d'articulation juridique, on vous force à vous vacciner, on vous restreint vos libertés sans qu'il y ait en face la responsabilité là-dessus, et qu'il n'y ait pas de proportionnalité et de nécessité qui soit démontrée. J'ajoute que la CNIL, ça fait partie des éléments, et les avis de la CNIL fait partie des éléments de nos argumentaires aussi en réalité, puisqu'elle a demandé à de multiples reprises l'utilité et l'efficacité du pass sanitaire en vigueur. Jamais de démonstration n'a été faite par le gouvernement auprès de la CNIL. Jamais. Je ne sais pas de quoi ils ont peur, mais visiblement d'avoir tort peut-être, ou de ne pas avoir les arguments suffisants. Et je termine en disant une phrase que j'aurais pu prononcer devant les sages du Conseil constitutionnel. C'est bon, allez, imaginons, admettons que nous ayons raison sur toute la ligne, ce que je pense. On censure l'article 1 et l'article 2 totalement, ce que nous demandons. Que se passe-t-il ? Parce que j'entends déjà les persifleurs de la majorité nous expliquer qu'à cause de nous, l'épidémie et l'hôpital public et ceux qui décèdent du Covid, etc. Parce qu'on l'a entendu pendant 2 bonnes grosses semaines en hémicycle et en commission. Ce qu'il se passe, c'est que c'est l'état actuel du droit qui continue de s'appliquer, c'est-à-dire le pass sanitaire. Ce qui n'est pas une grande victoire pour moi, en tout cas, en l'occurrence, c'est mon organisation politique, mais en tout cas, on serait dans cette situation identique où on aurait encore la vaccination qui serait disponible, le test PCR ou antigénique de moins de 48 heures, enfin toutes les dispositions qui sont actuellement en vigueur. Bon, je tiens à signaler quand même que ce ne serait pas un effondrement total de tous les outils dont nous pourrions avoir besoin pour faire face à la pandémie, et eux-mêmes reconnaissent dans leur texte, souvenez-vous-en, que des fois la vaccination seule n'est pas une grande protection, puisqu'ils mettent en place le système qu'on appelle ça 2G+, du pass vaccinal plus test négatif de moins de 48 heures. C'est dire où ils en sont dans leur contradiction. Voilà, en tout cas, je suis très heureux d'avoir fait cette démarche avec mes collègues pour saisir le Conseil constitutionnel, que ce n'était pas forcément une évidence pour tout le monde. Et que le Conseil aura à se prononcer d'ici vendredi. Si vous avez une ou deux questions, on les prend. Ouais. Bonjour, Romain Cluzel de l'AMC. Vous avez regretté en début de conférence le fait que le Conseil constitutionnel ne donne pas 8 jours et qu'il ne vous auditionne pas. Est-ce que ça vous apporte pessimisme? Est-ce que vous pensez que c'est un rapport à la décision qui va être prise? Par ailleurs, est-ce qu'il y a des points spécifiques sur lesquels vous dites on a espoir d'avoir gain de cause davantage que d'autres? Alors, je ne veux pas croire que le Conseil constitutionnel, parce qu'il prend moins de temps, veuille prendre des décisions de ce fait favorables au gouvernement. J'espère que ça n'a pas de lien. Je ne le crois pas et j'espère que ça n'en aura pas. Néanmoins, j'ai été interpellé sur le fait qu'il y a eu de manière insistante, depuis que nous avons voté dimanche, des prises de parole du groupe majoritaire ici à l'Assemblée nationale, du gouvernement, pour avancer des dates de décision et de mise en œuvre du pass. Il était question de jeudi. Yael Braun-Pivet, président de la commission des lois, l'a fait, plusieurs autres membres du gouvernement. Et je vois bien de quelle manière ils mettent la pression au Conseil constitutionnel. Et ceux-là qui s'offusquent d'un tweet d'un sénateur républicain pour faire terminer une commission mixte paritaire dont les institutions sont en cause, tranquillement, publiquement, viennent mettre la pression à une autorité suprême, indépendante, qui est au-dessus de nous,
sans que ça fasse frémir qui que ce soit dans le pays. Donc les indignations à géométrie variable dans le domaine m'ont particulièrement interpellé. Si tu me permets. Oui, vas-y Charles, En au micro. droit constitutionnel, ils ont un mois. Mais il y a la procédure d'urgence qui a été déclenchée par le gouvernement, 8 jours. Alors, 8 jours, quand on vote un dimanche, ça vous donne quoi? Ça vous donne 5 jours. Et je pense que si le Conseil constitutionnel n'a pas pu nous recevoir, c'est puisqu'ils sont dit si on les reçoit, on va plus avoir le temps d'élaborer notre décision. Moi, je pense que le gouvernement a mis la pression sur le Conseil constitutionnel, l'empêchant d'avoir un peu de temps pour réfléchir. Parce que quand on voit notre recours, vous le lirez avec attention, c'est pas 1 ou 2 points qu'on soulève. On en soulève beaucoup, compliqués, qui peuvent en plus poser des problèmes au Conseil constitutionnel du point de vue de l'articulation entre les décisions précédentes, et pas simplement sur le pass sanitaire, comme ça a été rappelé, et aussi sur d'autres décisions qu'ils ont eues, par exemple, sur le contrôle d'identité. Ouais, donc c'est vrai qu'ils ont du boulot. Voyez, et je pense que s'ils nous avaient reçus, on avait suggéré peut-être mercredi, je veux dire, on était à leur disposition. Moi, je pense que ça les mettait en butée. Ils n'avaient plus le temps pour sortir vendredi. Parce que sinon, ils vont le sortir quand, la décision du Conseil constitutionnel? Ils avaient jusqu'à dimanche. Lundi. Mais lundi. oui, jusqu'à lundi, mais lundi, c'est la publication. Donc ça veut dire qu'il fallait qu'ils travaillent tout le week-end. Vous me direz, nous aussi, on travaille tout le week-end. Enfin, vous voyez, on met le Conseil constitutionnel dans une situation, je trouve, infernale, par la procédure d'urgence. Mais dans le texte initial, je vous rappelle que le gouvernement avait dit ça s'appliquera au 15 janvier. On a été nombreux à dire, mais attendez, c'est pas sérieux. Ça ne permet pas une discussion sereine. Et y a-t-il urgence de ce texte? On attend toujours la réponse, parce qu'on nous dit que oui, mais prouvez-le nous. Comme le disait notre collègue, s'il y avait une annulation totale des 2 premiers articles, ça n'empêche pas la France de tourner et le gouvernement de disposer d'outils permettant de faire face à la pandémie. Et ce qui est vraisemblable, notre collègue l'a évoqué, c'est qu'il va sortir à un moment de pleine décrue. C'est quand même assez bizarre, quoi. Mais ça, c'est quand on veut tout faire à toute vitesse sur des sujets aussi délicats, on peut se planter. Moi, j'ajouterais simplement qu'on peut espérer... Ils ont une réservation. Ah oui, pardon. On peut espérer simplement, au regard des arguments que nous avons développés, qui sont clairs, précis, qui reposent sur des précédentes décisions du Conseil constitutionnel. Bon, le fait qu'on n'ait pas été reçu, c'est un peu malheureux, mais je crois que le Conseil constitutionnel a entre ses mains tous les arguments qu'il faut pour censurer tout ou partie du texte que nous lui avons soumis. Voilà. Oui, vous avez compris que vérification d'identité, c'était un point dur pour tout le monde, vraiment, y compris pour les sénateurs, soit dit en passant. Le pass vaccinal pour les mineurs, point dur aussi, évidemment. Et puis, le fait d'avoir le pass dans les réunions, le pass sanitaire, cette fois-ci, dans les réunions politiques, sur le principe, sur les grands principes, c'est une décision qui est attendue, évidemment. Mais ça n'enlève rien à tous nos autres arguments sur l'ensemble du texte. On va peut-être essayer de... Pardon, excusez-moi, parce que la salle est réservée pour 10h30. L'heure est passée. Si vous voulez, on fait les réactions aux salles des 4 colonnes, si ça ne vous dérange pas. Merci. Ça, c'est